En 1854, le SS Arctic, le paquebot le plus rapide de son époque, a entrepris de traverser l'Atlantique. En naviguant à travers un voile de brume, il a lentement disparu dans l'inconnu. La Collins Line, une compagnie maritime américaine, a été créée en 1818 et n'a commencé à faire sérieusement du commerce transatlantique qu'en 1835. Ces bateaux à vapeur traversaient l'Atlantique de Liverpool à New York en seulement 10 jours. Cela ne semble pas très rapide aujourd'hui, mais à l'époque, le même trajet prenait plusieurs semaines à d'autres navires. Légers sur l'eau avec leur coque en bois, puissants grâce à un moteur à vapeur, ces bateaux étaient le choix préféré de nombreux personnages haut placés. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec un navire aussi perfectionné ? Voilà qui n'est pas sans rappeler l'histoire d'un autre navire que tout le monde croyait insubmersible. Mais revenons à la Collins Line. Elle est devenue un opérateur très performant sur les routes transatlantiques avec un seul concurrent, la Cunard's Line. Il s'agissait d'une compagnie britannique qui ambitionnait également d'être la principale force en présence à travers le passage de l'Arctique. En 1835, la Collins Line a reçu un nouveau navire qui s'est rendu à Liverpool et est revenu à New York avec la plus grosse cargaison jamais vue à l'époque. À partir de ce moment-là, la compagnie n'a cessé de croître. Il semblait qu'elle n'allait connaître que des succès futurs. Malheureusement, ces somptueux navires sont devenus coûteux à faire fonctionner, notamment à cause de la quantité de charbon utilisée. La puissance massive et les faibles coques en bois signifiaient qu'ils avaient besoin de nombreuses réparations après chaque voyage. Ainsi, chaque voyage a fini par coûter cher. Mais comme les navires étaient sûrs et avaient une excellente réputation, les gens étaient prêts à payer le prix. Et l'entreprise n'était absolument pas en crise. Ils avaient réussi quelque chose que personne n'avait réussi à faire avant eux. Leur navire traversait l'Atlantique en 10 jours seulement. Et Edward Collins, le propriétaire, était déterminé à maintenir le rythme. Les 5 navires de la compagnie surpassaient facilement ceux de la Cunard's Line, qui n'en comptait que 3. Forte de son succès, elle a attiré davantage l'attention. Bien que le navire de la Cunard était plus lent, avec leur coque en fer, ils pensaient qu'il y avait encore du profit à faire. Parmi les navires de Collins, l'Arctic, le 3e à avoir été lancé, était le plus grand, atteignant 87 mètres de long, avec 2 moteurs à vapeur à levier latéral, chacun d'une puissance de 1000 chevaux. Les 16 roues à eau faisaient 16 tours par minute lorsqu'elles tournaient à pleine vitesse. Au moment de son lancement, la presse l'a qualifié de « vaisseau le plus stupéfiant jamais construit aux États-Unis ». Mais tout le glamour et la gloire n'ont pas permis d'éviter ce qui allait suivre. Le 27 septembre, l'Arctic faisait son voyage de Liverpool à New York, naviguant à une allure rapide à travers l'épais brouillard. Il est possible qu'à ce moment-là, après 4 ans de voyage record, l'équipage ait pris trop confiance en sa navigation et en son navire. À seulement 80 km de Terre-Neuve, ils ont imprudemment poursuivi leur route dans le brouillard, sans contact radio, sans sonar, ni aucun autre moyen d'identifier de potentiels obstacles, équipés uniquement de codes Morse. Un navire de pêche plus petit, le SS Vesta, opérait souvent autour de Terre-Neuve. Il passait par le même chemin que l'Arctique et s'est écrasé sur son flanc. Choqué par la collision, le capitaine de l'Arctique a proposé son aide au Vesta, beaucoup plus petit. Mais il était vite devenu évident que les dégâts sur l'Arctique, qui semblaient mineurs, étaient en réalité sérieux. Sous la ligne de flottaison, un trou laissait entrer l'eau dans la coque. C'était le défaut d'une coque aussi légère et rapide. Ils se sont dirigés vers la terre ferme en essayant de colmater le trou. Mais ils ne s'en sortaient pas et l'eau de mer continuait à affluer, remplissant le navire qui s'enfonçait de plus en plus. Et finalement, une fois que la salle des machines a été pleine, les chaudières se sont éteintes, privant le navire de la puissance massive pour laquelle il était légendaire. Il a continué à naviguer lentement avant de s'arrêter complètement. Il continuait à couler et l'ordre a été donné de l'abandonner. À l'époque, le droit maritime autorisait l'Arctique à ne transporter que 6 canots de sauvetage, capables de sauver seulement 180 personnes. L'équipage et certains des passagers ont réussi à se frayer un chemin sur le pont et ont pris la plupart des sièges de ces canots. Mais le chaos régnait, et tout le monde a semblé oublier ses bonnes manières, ne laissant pas les femmes et les enfants embarquer en premier. Il a fallu 4 heures pour que l'Arctique coule.
150 membres d'équipage et 250 passagers étaient à bord. Ceux qui n'ont pas réussi à trouver une place au bord d'un canot de sauvetage ont fait une tentative désespérée pour construire leur propre radeau de fortune avec des parties du navire. 2 jours plus tard, seuls 3 canots sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Les 3 autres n'ont jamais été retrouvés. Et crois-le ou non, l'équipe de sauvetage a aussi retrouvé des personnes qui s'accrochaient à l'épave depuis 2 jours. Contrairement à l'équipage, le capitaine a sombré avec l'Arctique, mais a étonnamment survécu. Il ne serait qu'une seule des 85 personnes qui s'en sont sorties, sur les 400 personnes à bord. Lorsque la nouvelle est arrivée 2 semaines plus tard, le public a été attristé par la catastrophe. Une grande colère a rapidement suivi envers le manque de mesures de sécurité et envers l'équipage. La presse a publié des demandes pour changer les lois et embarquer plus de canots de sauvetage. Il était logique d'en avoir suffisamment pour chaque personne à bord d'un navire. Mais ces demandes ont été ignorées. Cette négligence allait entraîner d'autres catastrophes à l'avenir. Des canots de sauvetage en nombre suffisant n'entreraient dans le droit maritime qu'environ 60 ans plus tard, après la catastrophe du Titanic. La femme et les 2 enfants d'Edward Collins étaient aussi à bord du navire et n'en sont pas revenus. Il avait le cœur brisé, mais n'a pas cessé de gérer son entreprise. La Collins Line avait encore une réputation à défendre, la plus grande, la plus rapide et la plus luxueuse sur l'Atlantique. Edward Collins allait maintenant construire un navire encore meilleur que tous les autres. Il s'appelait l'Adriatic, et c'était le plus grand navire du monde, presque 108 mètres de long. Avec 2 moteurs à vapeur alternatifs qui n'avaient jamais été construits de cette taille. À l'époque, ces moteurs à vapeur étaient l'apogée de l'ingénierie, bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus les voir que dans des modèles réduits et des jouets. Avec le nouvel ajout de 2 mâts, l'Adriatic serait aussi capable de naviguer à la voile si nécessaire. Heureusement, des leçons ont été tirées de la catastrophe de l'Arctique. Mais avant que leur nouveau navire ne soit construit, une autre catastrophe s'est produite. Le navire jumeau de l'Arctique a aussi coulé. On pense que la Collins voulait désespérément rester devant la Cunard avec ce 2e navire, qui a fini par heurter un iceberg quelque part pendant la course. Cette compétition malsaine a coûté la vie à 141 personnes. Le désespoir de Collins et de ses coques légères ont poussé la compagnie vers la faillite en 1858. L'Adriatic, nouvellement construit, qui avait coûté plus de 1 million de dollars, n'a finalement effectué qu'un seul voyage. Et même ce voyage a été considéré comme un désastre. Le navire est entré en collision avec un remorqueur. Il a tout de même réussi à terminer son voyage inaugural dans un temps convenable. Après la faillite de l'entreprise, il a fallu vendre le navire pour seulement 50 000 dollars. Les grands moteurs géants ont été retirés et remplacés par des voiles uniquement. Bien qu'il ait été autrefois le plus grand navire de haute mer, ce n'était que 30 ans plus tard qu'il a été abandonné dans une rivière, qualifiée d'irréparable. Les autres navires restants ont également été vendus et n'ont servi que pour les pièces détachées. Edward Collins a complètement quitté l'industrie, cherchant plutôt à travailler sur la terre ferme. Comme la Collins Line n'était plus dans le coup, la Cunard est montée en puissance. Sans concurrence, elle a dominé le marché pendant les 30 années suivantes. 180 ans plus tard, après avoir produit des centaines de navires, elle a toujours une présence constante sur les mers en proposant des traversées transatlantiques, des voyages autour du monde et des croisières de loisirs. À ce jour, la Cunard Line est la seule à exploiter des navires entre l'Europe et l'Amérique. Et c'est une belle preuve que ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne la course. Tout le monde fixe l'hôtesse de l'air alors qu'elle passe tout en hâte devant les passagers. Elle ignore toutes les demandes qui lui parviennent et se précipite vers le cockpit. Tout le monde se regarde confusément. Y a-t-il un problème avec l'avion ? Derrière toutes ces personnes inquiètes, un homme est assis patiemment et attend que son plan se déroule. Personne n'est conscient du danger qu'ils encourent tous. C'est Thanksgiving. Tout le monde monte dans un avion en partance de Portland, Oregon, vers Seattle, dans l'État de Washington. C'est les vacances. Ça ressemblerait presque à une journée typique à l'aéroport, si ce n'était pour l'arrivée de D.B. Cooper. Personne ne l'a remarqué et personne ne se doute de rien. C'est un homme mystérieux.
Et quand on dit mystérieux, c'est dire que D.B. Cooper n'est même pas son vrai nom. Aujourd'hui encore, personne ne connaît sa véritable identité. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a acheté un billet sous le nom de Dan Cooper. Mais les médias se sont emparés de l'affaire et ont commencé à le présenter comme D.B. Cooper. Et depuis lors, on ne le connaît que sous ce nom. Les témoins l'ont décrit comme un homme d'âge moyen dans la quarantaine. Il portait un costume d'affaires sombre avec un pardessus, une chemise blanche et une fine cravate noire. Le vol devait être bref, 37 minutes pour être exact. De sorte que personne ne s'est imaginé que quelque chose de terrible allait se produire. Cooper est monté à bord du Boeing 727, ne portant rien d'autre qu'une mallette noire et un sac en papier brun. À l'époque, il n'y avait pas de vérification des antécédents ni de scan des bagages par mesure de sécurité. Tu entrais simplement, tu prenais ton siège et puis basta. Il a stratégiquement pris place dans la dernière rangée et a commandé des boissons juste au moment où l'avion était prêt à décoller. Quelques minutes plus tard, le pilote annonçait qu'ils étaient prêts à appareiller. Les passagers à bord ne se préoccupaient que de la délicieuse dinde qui les attendait et de rejoindre leurs familles respectives d'ici moins d'une heure. Cooper, lui, avait d'autres plans et a attendu que l'avion soit en plein vol. Il a remarqué que tout le monde vaquait à ses occupations. Il avait une note sur lui et attendait que l'hôtesse de l'air s'approche pour la lui confier. Son siège se trouvait directement derrière le sien et une fois qu'elle s'est trouvée à proximité, il la lui a remise. Au début, l'hôtesse n'a pas fait grand cas de la note, pensant simplement avoir affaire à un dragueur lambda qui lui remettait son numéro de téléphone. Mais ensuite, il s'est penché vers elle et lui a dit de la lire. Son visage est devenu blanc. Elle était incapable de dire si c'était une farce ou s'il était sérieux. Mais elle l'a dévisagé et il n'a pas bronché. La note laissait entendre qu'il transportait une bombe dans ses bagages. Pour laisser partir tout le monde en sécurité, il exigeait qu'on lui remette 200 000 $ avant 17 heures. Cela peut sembler peu d'argent à exiger pour un homme en pareille position de force. Mais c'était pas mal pour l'époque. Aujourd'hui, cette somme équivaudrait à environ 1,4 million de $. Il a également demandé 2 parachutes avant de secours et 2 parachutes principaux à porter sur le dos. L'hôtesse de l'air a transmis le message au pilote qui a fait la demande par radio. Au début, personne n'a remarqué quoi que ce soit, mais les passagers ont fini par avoir vent des plans de Cooper. Ils ont bien remarqué que l'hôtesse de l'air semblait agitée et mal à l'aise. Une fois qu'ils ont atterri à Seattle, Cooper était loin d'avoir fini. Selon les gens à bord, il semblait confiant dans son projet. On lui a apporté l'argent et fait le plein de l'avion, afin qu'il puisse passer à la seconde étape de son plan. On lui a aussi apporté les parachutes qu'il avait demandés. Il était très méticuleux quant à l'ordre dans lequel ses demandes étaient satisfaites. Il n'a évidemment laissé personne descendre de l'avion tant que l'argent ne lui avait pas été remis. Il a exigé 4 parachutes civils que les autorités ont réquisitionnés dans une école de parachutisme. Ce n'est qu'une fois en possession de ceux-ci qu'il a autorisé les passagers à partir. Les seules personnes restées dans l'avion étaient 3 membres de l'équipage et 3 membres du personnel de cabine. Cooper perdait patience à mesure que le ravitaillement en carburant de l'avion semblait tarder. Et en plus de cela, l'argent ne lui avait pas été remis dans un sac à dos, comme il l'avait requis. Selon les témoins, c'était un homme calme et il ne s'en est pris à personne. Puis finalement, l'avion a redécollé. Personne ne connaissait la suite de son projet. Il a montré le plan de vol aux pilotes et leur a dit de voler en direction de Mexico, aussi lentement que possible, et de maintenir une altitude inférieure à 3000 mètres. Ce plan de vol était bien conçu, témoignant peut-être d'une expérience de l'aviation. Il leur a dit de laisser le train d'atterrissage déployé pendant le décollage, ainsi qu'en vol, et que la cabine devait rester non pressurisée. Son plan était en chemin, mais il y avait un autre problème. Cooper avait été informé que l'avion ne pouvait parcourir que 1600 km supplémentaires avec la quantité de carburant disponible. Cela signifiait qu'il n'aurait pas pu se rendre au Mexique. Après avoir longuement réfléchi, Cooper a décidé qu'il devait s'arrêter pour faire un autre plein de carburant. Ils ont décidé d'atterrir à l'aéroport international de Reno-Tahoe, dans le Nevada. Cooper savait que cela l'empêcherait de s'enfuir avec l'argent. Alors, il a dit à tout le monde d'attendre près du cockpit.
Il se trouvait maintenant seul, là où les 35 autres passagers avaient été assis. Cela faisait seulement 4 ou 5 minutes que l'avion avait décollé de Seattle. Les pilotes ont reçu un signal d'alerte indiquant une chute de la pression interne. Un témoin se rappelle avoir vu Cooper attacher l'argent à sa taille pendant qu'il sanglait son parachute. Les membres du personnel lui ont demandé s'il avait besoin d'aide par l'interphone. Il a simplement répondu non, et c'est la dernière chose que Cooper leur a dite. Une fois que l'escalier escamotable a été déployé par la queue de l'avion, l'arrière de l'appareil s'est soudainement incliné vers le haut, mais le pilote était suffisamment expérimenté pour le maintenir à l'horizontale. Le personnel de bord n'a cessé d'avertir Cooper qu'ils étaient sur le point d'atterrir et qu'ils avaient besoin qu'il rabatte la porte arrière. Mais il ne répondait pas. Aucun membre de l'équipage n'est retourné voir où il était. Ils ont atterri en toute sécurité avec l'escalier toujours déployé. Les autorités se sont précipitées sur les lieux pour ratisser la zone au cas où il serait encore là. Mais après 30 minutes, il n'y avait aucun signe de lui. On peut confirmer que Cooper a sauté de l'avion en parachute dans la nuit noire, avec l'argent attaché à sa taille. Et depuis ce jour, Cooper n'a plus jamais été revu. On ne sait pas s'il a réussi à atteindre le Mexique. Et rien ne prouve qu'il ait survécu ou non. Une partie de l'argent portant les mêmes numéros de série que ceux qui lui avaient été donnés a bien été retrouvée à Washington, mais c'est la seule trace qu'il ait laissée. Soit il est parvenu à atterrir sans encombre, soit l'argent a été retrouvé quelque part et dépensé par le petit vénard qui est tombé dessus. Si Cooper avait survécu pendant tout ce temps, il aurait dans les 90 ans aujourd'hui, ce qui semble peu probable. Toutefois, l'affaire n'est pas demeurée une impasse totale. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont conçu une véritable obsession pour D.B. Cooper, au point de venir se dénoncer eux-mêmes aux forces de l'ordre. Mais ces gens ne cherchaient qu'à attirer l'attention. Qui ne voudrait pas être le héros dans cette histoire? Les autorités ont même pensé qu'il aurait pu être canadien, puisque Cooper portait le nom d'un héros de bande dessinée qui avait pour habitude de sauter d'avion en marche pour échapper au danger. Tant de théories ont surgi de nulle part, mais rien n'était concluant. Il existe un célèbre portrait robot de Cooper, mais il est difficile de vraiment l'identifier. Cooper est devenu une célébrité, et même un héros pour certains. Des fans ont même lancé un CooperCon où les aficionados de l'homme mystérieux se réunissaient pour partager leurs théories et les prétendues preuves de sa survie. La vérité est que nous ne savons toujours pas. En 2016, les autorités ont décidé de ne plus poursuivre D.B. Cooper. Elles ont avancé que tout cela prenait trop de temps et qu'il s'agissait là d'une des enquêtes les plus exhaustives de toute leur histoire. Tout ce que nous savons, c'est que cet incident a changé à jamais notre façon d'aborder le transport aérien. Au début, tu entends un bruit de bourdonnement très aigu, puis des étincelles commencent à voler dans l'air autour de ta tête. Les ampoules électriques commencent à grésiller, un craquement assourdissant, et tu sursautes plus haut que jamais. Puis tu as chaud comme si tu étais au milieu d'un désert, et tu cries et hurles jusqu'à ce que tout autour de toi devienne noir. Tu reprends tes esprits et ton souffle. Tu es allongé sur le sol, dans l'obscurité totale. Tu essaies de retrouver tes repères. Tu as décidé d'aller voir ton meilleur pote, un inventeur. Il travaillait sur un nouveau mécanisme, mais ne t'a jamais dit ce que cette chose était censée faire. Bref, tu as frappé à sa porte d'entrée, mais il n'y a pas eu de réponse. C'est alors que tu as remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte. Tu es entré dans la maison. C'était sinistrement calme à l'intérieur. En avançant lentement et prudemment, tu as atteint un escalier. Il menait en bas au laboratoire de ton pote. Normalement, il ne laisse personne entrer. Mais si quelque chose était arrivé et qu'il était là, seul, incapable d'appeler à l'aide. Lorsque tu as ouvert la lourde porte métallique menant au laboratoire, tu n'as pas pu t'empêcher de faire un petit tour. La pièce était remplie d'équipements complexes, mais dépourvue de tout être humain. Tu as bien failli sortir du laboratoire, impressionné par toutes ces éprouvettes et ces lumières clignotantes. Tu étais également un peu effrayé par cet étrange vrombissement. Malheureusement, en essayant de sortir de là aussi vite que possible, tu n'as pas remarqué un tas de câbles sous ton pied droit. Tu as trébuché dessus et commencé à agiter les bras pour garder l'équilibre. Ta main, bien sûr, a heurté un truc et l'a fait tomber. Il s'est écrasé sur le sol, tu as entendu un bourdonnement aigu et bref, tu connais la suite. Maintenant que tu sais ce qui s'est passé, il est temps de sortir d'ici. Tu te lèves, tu n'as mal nulle part. Super!
Tu montes lentement les escaliers en appelant ton ami. Pas de réponse. Tu décides de rentrer chez toi et de t'excuser pour l'accident à un autre moment. Mais avant de quitter la maison, quelque chose attire ton attention. Un miroir sur le mur. C'en est un ou pas? Parce qu'il ne te reflète pas. Confus, tu fixes la surface vitrée. Puis très lentement, tu baisses les yeux et tu regardes tes mains. Elles ne sont pas là. Genre, pas du tout. Tu examines le reste de ton corps, ou plutôt son absence. Tu ne te mets pas à crier et à tourner en rond, juste parce que la situation ressemble plus à un mauvais rêve qu'autre chose. Mais tu ne peux pas nier l'évidence. Tu es devenu invisible. Et les vêtements et les chaussures que tu portais lors de l'accident sont également invisibles. Tu vas dans le salon et tu prends un livre. Tu peux clairement le distinguer. Et la nourriture? Tu te diriges vers la cuisine et tu ouvres le frigo. Pendant une seconde, tu es distrait par un morceau de gâteau posé sur une assiette bleue. Un instant plus tard, tu la tiens déjà dans ta main. Toujours visible. Tant d'opportunités de gâcher. Par exemple, le dernier modèle de smartphone dont tu rêves depuis si longtemps. Tu ne peux pas te faufiler dans le magasin et repartir avec le téléphone dans la main. Tu retournes devant le miroir. Le gâteau reste visible jusqu'à ce que tu le mettes dans ta bouche. Cela signifie que si tu décides de grignoter quelque chose à l'extérieur, tu devras le manger très vite. Un beignet en lévitation aurait l'air franchement bizarre. Mais même si tu ne peux pas t'offrir de belles choses concrètes, tu peux toujours vivre des expériences uniques. Une idée géniale te vient à l'esprit. Et si tu te faufilais dans un endroit super secret pour y jeter un coup d'œil? Par exemple, un aéroport. Surtout qu'il y en a un à proximité. Tu vas enfin pouvoir assouvir ta curiosité. Tu essaies de frotter tes mains l'une contre l'autre, même si tu ne les vois pas, ton corps connaît bien le mouvement. Tu sors et pars en direction de l'aéroport en fredonnant un air qui te trotte dans la tête. Mais après avoir remarqué plusieurs personnes se retourner confuses, ne sachant pas d'où provenait le son, tu décides de te taire. Un peu plus tard, tu découvres un autre inconvénient de ton état actuel. Les chiens, même s'ils ne peuvent pas te voir, ils peuvent très bien détecter ton odeur. Un chien quitte le côté de son maître et court vers toi. Il renifle ta jambe gauche, grogne et commence à sauter autour de toi. Tu es cloué sur place. Le propriétaire du chien siffle et appelle son animal. Mais au lieu de te laisser tranquille, le chien commence à aboyer après toi. Ce n'est que lorsque l'homme l'appelle par son nom que l'animal s'enfuit. En une demi-heure, plutôt secoué, tu arrives à l'aéroport. Tu entres sans problème. Tu parviens à te faufiler devant un agent de sécurité, puis un autre. Mais dès que tu t'approches d'une porte qui semble particulièrement prometteuse, un son d'alarme strident te fait sursauter. Il semble que le système ait détecté la chaleur de ton corps. Effrayé par toute l'agitation autour, tu t'aplatis contre le mur pour laisser passer les agents de sécurité. L'accident calme vite toute ta curiosité. Tout ce que tu veux vraiment, c'est rentrer chez toi. Après avoir quitté le bâtiment de l'aéroport, tu es confronté à un dilemme. Comment rentrer chez toi? Il faudrait des heures pour y aller à pied. Tu ne peux pas prendre un Vélib parce que pas besoin de te faire un dessin. Tu ne peux pas appeler un taxi car le chauffeur ne te verrait pas. Tu pourrais probablement monter dans un bus, mais il n'y a pas de bus dans les environs. Du coup, pas le choix, tu marches. 2 heures plus tard, tu es claqué et plus que prêt à faire une pause. Tu repères un petit parc avec un lac de l'autre côté de la route, des arbres et de l'ombre. Te voilà sauvé. Tu t'allonges sur l'herbe et tu fermes les yeux. En moins d'1 minute, tu es déjà endormi. Tu te réveilles en sursaut. Oh non, un gros chien est au-dessus de toi. Et il n'a pas l'air d'avoir l'intention d'abandonner de sitôt. Tu te lèves prudemment et commences à reculer tout doucement. Quand la tension devient insoutenable, tu te retournes et cours, et le chien te court après. À un moment donné, tu t'approches imprudemment du lac. Des éclaboussures d'eau froide atteignent ton corps, entrant dans ton nez et ta bouche. Lorsque tu remontes à la surface, il y a déjà une petite foule de pique-niqueurs rassemblés autour. Ils agitent leurs mains, discutant de la taille que doit avoir un poisson pour provoquer un tel bruit. Tu ne peux pas simplement nager jusqu'au rivage et sortir de l'eau sous leurs yeux. C'est pourquoi tu retiens ton souffle et plonges plus profondément. Bientôt, tu atteins l'autre côté du lac et tu rampes enfin sur la terre ferme. Oh, tu peux partiellement voir ton corps. Il est couvert d'une boue très visible, d'algues et d'autres choses. Tu ne peux pas te montrer dans la rue à moitié visible et à moitié non visible. Tu passes l'heure suivante assis derrière un buisson à attendre que tes vêtements sèchent, puis tu les nettoies du mieux que tu peux. Il commence à faire nuit. Tu es fatigué, tu as soif, tu as faim et tu as sommeil. Et ta maison est encore si loin.
Une idée brillante te vient alors que tu passes devant l'hôtel le plus cher de la ville. C'est là que tu pourras te reposer. En plus, tu n'as jamais été dans un endroit aussi luxueux auparavant. L'hôtel a des portes coulissantes et tu réussis à te faufiler à l'intérieur parmi les autres clients. Personne ne te remarque ou ne t'interroge. Prendre un ascenseur semble trop risqué, c'est pourquoi tu grimpes les escaliers jusqu'à ce que tu atteignes le dernier étage. Quelle vue époustouflante tu vas avoir ce soir! Mais il y a encore un problème. Comment entrer dans une chambre? Il semble que tu aies de la chance, une femme de ménage est en train de nettoyer l'une des plus grandes suites et la porte est entrouverte. Tu entres discrètement et tu restes immobile dans un coin. Bientôt la femme de ménage s'en va et waouh, toutes ces possibilités! Tu prends un long bain moussant en profitant de la vue sur la ville toute illuminée. Puis tu regardes des films sur une énorme télé à écran plat. Tu joues avec toutes sortes de télécommandes, tu te prépares une tasse de café délicieux et tu t'assieds sur tous les canapés de la suite. Quand tu ne peux plus garder les yeux ouverts, tu t'allonges sur le lit le plus doux que tu aies jamais connu. Tu t'endors avec un sourire sur le visage. Un cri te réveille. Tu ouvres les yeux d'un coup, la femme de chambre d'hier te regarde bouche bée. Oh non, ton invisibilité a dû s'estomper. Et maintenant ? Appel, page internet, lien malveillant, tels sont les moyens par lesquels quelqu'un peut t'escroquer au XXIe siècle. Mais que dirais-tu si quelqu'un essayait de te vendre la Tour Eiffel, Big Ben ou même le pont de Brooklyn? Difficile à croire, mais toutes ces choses et tant d'autres similaires se sont produites au cours de l'histoire. Tu as peut-être déjà entendu parler de George C. Parker, l'un des plus fascinants escrocs américains qui a surtout opéré à la fin du XIXe siècle. Quand on dit escroc, on ne parle pas là d'un arnaqueur à la petite semaine, mais d'un véritable spécialiste. Un professionnel dans l'art de gagner la confiance d'autrui afin de mieux tromper son monde. Parker était originaire de New York et il gagnait sa vie en vendant illégalement toutes sortes d'objets emblématiques qu'il ne possédait pas vraiment. Il est ainsi parvenu à refourguer des lieux aussi symboliques que la Statue de la Liberté, Madison Square Garden, le Metropolitan Museum of Art et bien sûr le pont de Brooklyn. C'est pour cette arnaque qu'il est le plus connu, puisqu'il a vendu le pont à plusieurs reprises, au moins 2 fois par semaine. Une fois, il est même arrivé à exiger un prix de 50 000 $. Le nouveau propriétaire ne savait absolument pas qu'il était victime d'une escroquerie, jusqu'à ce que la police de New York n'intervienne pour l'empêcher de traiter le pont comme sa propriété privée, en installant des postes de péage au milieu du pont de Brooklyn, par exemple. Le pont de Brooklyn a ouvert ses portes à la fin du XIXe siècle. C'était un pont à péage, ce qui signifie que les piétons devaient payer de l'argent chaque fois qu'ils voulaient le traverser. Les cavaliers et leurs chevaux devaient s'acquitter de 5 cents, et pour ceux qui avaient une calèche, cela coûtait jusqu'à 10 cents. Des dizaines de milliers de personnes traversaient le pont chaque jour lorsqu'elles se rendaient au travail, de Brooklyn à Manhattan. Quelques années plus tard, ce péage pour piétons a été abrogé, mais certains ont manifestement pensé qu'ils pouvaient le remettre au goût du jour. Parker choisissait souvent différents noms, Warden Kennedy, James J. O'Brien, Mr. Taylor, Mr. Roberts, etc., afin de se livrer à ses escroqueries. Il employait également de nombreuses méthodes pour se présenter comme le propriétaire légitime des biens qu'il vendait, en falsifiant des documents pour rendre ses escroqueries plus crédibles par exemple, et en installant carrément de faux bureaux de vente lorsque cela s'avérait nécessaire. De même, lorsqu'il a vendu la tombe du général Grant, il s'est fait passer pour le petit-fils du général. L'un de ses endroits de prédilection pour opérer était Ellis Island. Il y attendait des personnes venant de différents pays, surtout celles qui disposaient d'argent qu'elles voulaient investir dans de nouvelles entreprises. Ses cibles préférées n'étaient pas seulement les personnes qui voulaient emménager aux États-Unis, mais aussi les touristes lors de leur première visite à New York. Quel accueil, n'est-ce pas ? Au Royaume-Uni, un homme se livrait à des activités similaires, mais dans le sens inverse. Arthur Ferguson vendait de célèbres monuments nationaux britanniques et d'autres biens publics aux touristes venus des États-Unis pendant les années 1920. Il a ainsi revendu des monuments comme Big Ben, la colonne de Nelson à Trafalgar Square et même Buckingham Palace. Et oui, il n'hésitait pas à vendre les mêmes bâtiments encore et encore, trouvant à chaque fois de nouveaux acheteurs. S'il a réussi à escroquer tant de monde, c'est que les acheteurs n'étaient pas bien informés et qu'ils étaient par ailleurs bien trop gênés pour dévoiler leur histoire en public une fois la supercherie découverte. Ferguson s'est ensuite rendu aux États-Unis et a vendu la Maison Blanche à un éleveur censé lui payer 100 000 $ par an.
Tout comme George Parker, Ferguson a aussi essayé de vendre la Statue de la Liberté à un touriste australien. L'homme voulait acheter l'impressionnante structure, mais il n'a pas pu rassembler les fonds nécessaires à temps. Ferguson s'impatientait de plus en plus, remettant sans cesse la question sur le tapis et poussant son acheteur à obtenir l'argent. Ce dernier est vite devenu très méfiant. Finalement, il a décidé de raconter toute l'histoire à la police. Ils ont finalement réussi à attraper Ferguson. Il a été condamné à 5 ans de prison, car ils ont bien vite découvert les autres arnaques qu'il avait commises dans le passé. La Tour Eiffel a également été mise en vente quelque part dans les années 30. Victor Lustig était un autre escroc célèbre, âgé de 46 ans à l'époque. Il a défrayé la chronique américaine à la fin des années folles, ainsi que dans celle du reste du monde. Pendant son séjour à Paris, il a conclu une énorme affaire. Il a vraiment vendu la Tour Eiffel. Et pas qu'une fois, mais bien 2. La méthode de Victor était assez simple. Il a organisé des rencontres avec des hommes d'affaires qui avaient tous besoin de ferraille. Il les a convaincus que la Tour Eiffel allait être démolie, car elle avait désespérément besoin d'être réparée. Ainsi, celui qui offrait le meilleur prix obtiendrait les matériaux. C'était un homme charmant, doué d'une grande éloquence, ce qui l'a clairement aidé à convaincre ses acheteurs que la Tour Eiffel pouvait vraiment leur appartenir une fois l'affaire conclue. Il avait des dizaines de faux passeports, changeant souvent de nom lorsqu'il s'adonnait à ces transactions illégales. Il existe une légende locale fascinante que l'on raconte à Wichita Falls, au Texas. En 1919, un homme, J.D. McMahon, a eu l'idée de convaincre les gens qui vivaient là qu'il allait construire un immense building qui s'étirerait loin dans les airs, ce que nous appellerions aujourd'hui un gratte-ciel. Il a ainsi collecté 200 000 $ et a ensuite érigé un bâtiment qui n'avait que 4 étages. Il possédait des dimensions de 5 mètres sur 3, bien plus petit que ce qu'il était censé devenir. Les mesures qu'il avait présentées dans ses documents n'étaient pas en pieds, mais en pouces, ce qui, en tant que détail, a complètement échappé aux investisseurs américains. L'escroc qui avait eu l'idée originale s'est bien sûr enfui avec son pécule, laissant derrière lui l'humiliation de ce qu'on nommerait plus tard le plus petit gratte-ciel au monde. Au XVIIIe siècle, une femme nommée Barbara Ernie sillonnait le Liechtenstein et ses environs. Pendant son voyage, elle charriait une grande malle sur son dos. Elle menait une vie itinérante et c'est pourquoi elle s'arrêtait souvent afin de chercher un logement pour la nuit. Chaque fois qu'elle s'arrêtait, Ernie disait à l'aubergiste que ses biens les plus précieux se trouvaient dans sa malle. Puis, elle demandait au propriétaire de l'enfermer à double tour dans la pièce la plus sûre de l'auberge. Les aubergistes s'exécutaient. Ils ne savaient pas qu'il n'y avait ni bijoux ni vêtements à l'intérieur de son énorme bagage. En fait, c'est là que se trouvait son compagnon de voyage, qui surgissait alors de la malle, s'emparait de tous les objets de valeur, puis s'enfuyait à nouveau avec Ernie. Et cela a duré 15 ans, jusqu'à ce que l'on finisse par rattraper le duo de voyageurs. Un vendeur de meubles aide Barbara, des environs de la baie de San Francisco, à concocter son arnaque dans les années 1970 et 1980. Il a inondé la région de publicité qui agaçait beaucoup les gens. Puis, il est passé au niveau supérieur. À un moment donné, il a dit à tout le monde qu'il détenait une participation de 50% dans la mine d'or de Golden Gulch, juste à côté de Truth or Consequences, au Nouveau-Mexique. Tout le monde avait entendu l'histoire selon laquelle ce site était prêt à extraire de l'or, et nous parlons de beaucoup d'or, pour un montant estimé à 93 millions de dollars la première année seulement. Son entreprise a ainsi vendu quantité d'actions qui ont rapporté de gros bénéfices aux vendeurs. Mais bien sûr, tout cela n'était qu'une supercherie. Un certain chauffeur de camion se trouvait sans emploi en 2010. Il a donc eu une idée plutôt inhabituelle. Il a essayé de vendre l'hôtel Ritz à Londres pour près de 300 millions de dollars. Une bonne affaire pour la personne qui voudrait l'acheter, sachant que sa valeur réelle était censée excéder les 700 millions de dollars. Le chauffeur prétendait être un bon ami des propriétaires de cet hôtel de luxe. Il se présentait également comme leur associé. Il racontait que les propriétaires avaient leur propre raison de vouloir vendre l'hôtel par l'intermédiaire d'un tiers et qu'ils n'étaient pas en mesure d'en discuter. Un acheteur potentiel lui a même remis plus d'1 million de dollars en guise de frais initiaux. Notre chauffeur de camion lui a ensuite dit qu'il avait reçu une meilleure offre et qu'il accordait donc sa préférence à un autre acheteur. Mais il n'a jamais rendu l'argent, bien entendu. Les gens ont aussi essayé de vendre toutes sortes de choses bizarres sur Internet.
Par exemple, au début des années 2000, alors qu'Internet n'en était qu'à ses débuts et que beaucoup de gens ne comprenaient pas encore le concept d'achat en ligne, un Australien a tenté de vendre un pays entier sur eBay. Ouais, tu pouvais ainsi acquérir la Nouvelle-Zélande dans une vente aux enchères d'1 mois et le prix de départ était d'1 centime australien. Certains acheteurs potentiels ont pris cela très au sérieux et le prix a fini par atteindre les 3000 $ avant qu'eBay n'intervienne. L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte, leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï ? Elles sont le résultat de cette activité.
la lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires. Et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Désolé de te l'apprendre, mais l'argent n'est pas vraiment fait de papier, ce qui prouve aussi qu'il ne pousse pas sur les arbres. Les billets de banque américains, par exemple, sont composés de 25% de lin et de 75% de coton. C'est pourquoi ils ont une texture et un aspect si distincts. Au 19e siècle, l'argent était fait de papier, si bien que les gens pouvaient facilement le contrefaire, contrairement à aujourd'hui. La tour Eiffel est presque 15 cm plus haute pendant l'été. Lorsque tu chauffes une substance, ces particules se mettent à bouger plus activement et à occuper un plus grand volume. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Lorsque la température baisse, la substance se contracte à nouveau. Un tel effet est plus important dans les gaz, mais on peut aussi le constater dans les liquides et les solides, y compris le fer.
C'est pour cette raison que lorsque l'on construit de grandes structures, comme des ponts, on utilise des joints de dilatation. Ils permettent à la structure d'avoir une certaine marge de manœuvre pour se dilater et se contracter, et ces changements ne causent aucun dommage. Le miel peut durer des milliers d'années sans se détériorer. Les abeilles se posent sur les fleurs pour recueillir le nectar sucré. Puis, elles le transportent jusqu'à leur ruche et le transfèrent à d'autres abeilles ouvrières. Ces dernières réduisent la teneur en eau du nectar en avalant et en régurgitant le liquide à plusieurs reprises. Miam, du vomi d'abeille. Des enzymes spéciales dans leur estomac décomposent le glucose contenu dans le nectar et celui-ci devient plus acide. Les abeilles déposent ce nectar dans l'alvéole et commencent à l'éventer avec leurs ailes pour que l'eau s'évapore plus rapidement. Le miel est maintenant très acide et pauvre en eau, ce qui le préserve de la détérioration. Les bactéries qui provoquent la détérioration des aliments ne peuvent pas survivre dans de telles conditions. Autrefois, les gens ne surélevaient pas leurs matelas du sol. Cette pratique a commencé dans l'Égypte ancienne et s'est poursuivie dans de nombreuses autres cultures. Les gens se sont rendus compte qu'il faisait plus froid au niveau du sol et qu'ils pouvaient réchauffer leur lit plus facilement s'ils n'étaient pas directement à son contact. Autrefois, les maisons avaient aussi plus de courant d'air. L'air froid entrait par le dessous des portes. Il n'y avait pas de chauffage central, alors les gens devaient trouver d'autres moyens de se réchauffer. Or, l'air chaud a tendance à monter, donc en plaçant leur lit plus haut, ils n'avaient pas aussi froid qu'au sol. Par ailleurs, de cette façon, ils pouvaient garder leur lit propre plus facilement. En effet, dans les foyers modestes, les sols étaient bien plus sales qu'aujourd'hui, et toute cette saleté migrait généralement dans les lits. En parlant de propreté, penses-tu que les gens sont naturellement propres et ordonnés? Après tout, nos ancêtres, qui vivaient il y a des milliers d'années, utilisaient déjà des latrines et se coiffaient avec des peignes. Et ils gardaient leurs intérieurs et leur corps propres. Notre besoin naturel d'hygiène et de propreté est motivé par notre sens du dégoût. C'est ce mécanisme qui aide notre corps à rester en sécurité et le protège de différentes infections. C'est pourquoi nous sommes plus sensibles à certaines odeurs et à certaines choses. Mais nous avons toujours des habitudes assez malsaines. Par exemple, manger un encas au-dessus d'un clavier. Berk. Mais certains animaux sont encore plus soignés que nous. Les serpents à sonnette, par exemple, aiment garder leur environnement bien rangé. Certains d'entre eux utilisent même leurs coups musclés et leur tête triangulaire pour balayer l'herbe sale lorsqu'ils chassent. De nombreux animaux aiment dégager leur chemin lorsqu'ils partent à la recherche de leur futur repas. Et les reptiles en font partie. Moins de végétation augmente leurs chances d'attraper de la nourriture. Les oiseaux aiment aussi faire le ménage et se débarrasser de la nourriture non consommée, des coquilles d'œufs et de tout autre déchet dans leur nid. De cette façon, ils les rendent aussi moins visibles pour leurs prédateurs. Pendant ce temps, dans l'espace, les ombres sont plus sombres sur la Lune que sur notre planète. C'est parce que l'atmosphère de la Terre disperse davantage la lumière du Soleil. Mais si tu pouvais visiter la Lune, tu observerais des ombres si sombres que tu ne pourrais pas voir où tu vas. Tu remarquerais aussi des empreintes de pas fraîches sur la surface lunaire. Les humains n'y ont pourtant pas mis les pieds depuis quelques décennies, mais les empreintes semblent avoir été laissées hier seulement. Comme il n'y a pas d'eau ni de vent sur la Lune, rien ne peut effacer ces empreintes. Elles peuvent donc rester là, dans leur forme originale, pendant des millions d'années. Le noyau de la Terre contient suffisamment d'or pour recouvrir la planète entière. Et si tu décidais de le faire, le niveau de ce métal précieux arriverait à la hauteur de tes genoux. Depuis des milliers d'années, les gens exploitent l'or et le platine, ainsi qu'un tas d'autres minéraux précieux sous la surface de notre planète. C'est pourquoi nous avons peut-être épuisé certains minéraux dans certaines régions. Mais la Terre possède encore un nombre énorme de ces gisements, surtout en se rapprochant de son noyau. C'est à cause des innombrables météorites qui sont entrés en collision avec notre planète pendant la période de sa formation. Ces météorites contenaient différents minerais, dont de l'or. À l'époque, la Terre était encore à l'état de fusion. C'est pourquoi la plupart de l'or, un élément lourd, a coulé profondément dans son noyau. Et le manteau de silicate, qui se trouve au-dessus du noyau, a piégé des quantités colossales d'or et d'autres minerais. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont clairement hors de portée aujourd'hui, puisque nous parlons de 2900 km sous la surface et de températures de plusieurs milliers de degrés. Si tu étais sur le point d'aller dans l'espace, l'une des premières choses auxquelles tu penserais serait sans doute ta combinaison spatiale. Mais sais-tu qu'il est possible de survivre dans l'espace même si tu ne portes aucune protection ? Bon, ne t'emballe pas, tu ne tiendrais pas plus de 15 secondes. C'est le temps qu'il te faudrait pour perdre conscience, car l'oxygène ne parviendrait plus à ton cerveau. En 1965, un technicien a accidentellement dépressurisé sa combinaison à l'intérieur d'une chambre vide. Il a perdu connaissance après 12 à 15 secondes. 27 secondes plus tard, sa combinaison a heureusement été repressurisée.
L'homme a dit plus tard qu'il se souvenait que l'humidité sur sa langue commençait à bouillir. Il a aussi perdu le sens du goût et il n'est revenu à lui que 4 jours après l'accident. Tu ne peux pas non plus retenir ta respiration dans l'espace, donc cela ne te sauvera pas. Tes poumons finiraient par se rompre à un moment donné, parce que l'air à l'intérieur se dilaterait. L'oxygène dans d'autres parties de ton corps commencerait aussi à se dilater, ce qui signifie que tu gonflerais jusqu'à 2 fois ta taille normale. Un peu la tante Marge de Harry Potter. C'est uniquement grâce à ta peau élastique que tu n'exploseras pas. Elle continuera à te maintenir en un seul morceau. Et les liquides de ton corps commenceront aussi à se vaporiser assez rapidement. On s'éclate ici, pas vrai? L'océan doit sa couleur bleue emblématique à la lumière du soleil. Lorsque le soleil brille, l'eau absorbe les longueurs d'onde plus élevées de la lumière orange et de la lumière rouge, et reflète les ondes lumineuses plus courtes de la lumière bleue. Cela n'est possible que lorsqu'il y a une énorme quantité d'eau. Donc, plus tu as d'eau à un endroit, plus elle prend une teinte bleutée. C'est pourquoi l'eau que tu verses dans ton verre n'a pas cette magnifique couleur bleue océan. L'océan remplit de nombreuses fonctions importantes. Tout d'abord, il produit 50 à 80% de tout l'oxygène de notre planète, ce qui signifie qu'il nous maintient en vie. Mais il aide aussi Internet à fonctionner. Donc, lorsque tu es plié en deux en regardant une vidéo de chien hilarante ou que tu regardes ta série préférée, tu peux remercier les océans. La majorité des câbles qui alimentent Internet, et qui permettent donc aux gens du monde entier de l'utiliser, passent sous l'eau. Ce sont des câbles de communication sous-marins. Des kilomètres de câbles qui sillonnent le fond de l'océan. Il existe des bateaux spéciaux pour mettre tout cela en place. Ils sont conçus spécialement à cet effet. Pour s'assurer que rien n'endommage les câbles et ton Internet, il faut les poser sur des étendues relativement plates du fond de l'océan. Les câbles doivent aussi être éloignés des vieilles épaves ou des grands écosystèmes océaniques. Certains de ces câbles ont un revêtement spécial qui les protège des dommages. Ainsi, aucun requin affamé ni aucun poisson curieux n'a la possibilité de grignoter le câblage. Les arbres parlent. Enfin, pas exactement comme les gens, mais ils ont leur propre mode de communication. Leurs racines sont reliées par un réseau souterrain de champignons. Grâce à ce réseau, les arbres peuvent partager leurs ressources entre eux. C'est ainsi qu'ils parlent. Ils utilisent ces champignons pour transmettre les nutriments et l'eau d'un arbre à l'autre. Par exemple, si un arbre est plus fort et plus vieux que les autres arbres dans la forêt, il partagera une partie de ses nutriments et de ses sucres avec les petits arbres qui poussent à proximité. Merci papa. Regarde tous ces insectes qui volent par une belle journée ensoleillée. Penses-tu qu'ils prennent des coups de soleil? Non, car les créatures qui passent la plupart de leur temps à l'air libre n'en prennent pas. Ils ont des exosquelettes sombres qui contiennent de la mélanine. C'est ainsi qu'ils bloquent les rayons UV. Mais les insectes qui vivent sous terre et dans l'eau, ainsi que les créatures nocturnes, ont une peau plus pâle et plus fine. S'ils passent trop de temps dehors pendant la journée, ils peuvent effectivement attraper un coup de soleil, ou, pire encore, ils pourraient être mangés. Les pommes que tu as l'habitude d'acheter au supermarché ont l'air super fraîches, mais elles ont parfois été cueillies 1 an plus tôt. Tout est dans la façon dont elles sont conservées. D'abord, on les recouvre de cire. Ensuite, la cire est séchée à l'air chaud. Et enfin, les pommes sont entreposées dans des chambres froides. Les paresseux sont plus forts que les dauphins pour retenir leur souffle. Ces gentils fainéants sont capables de ralentir leur rythme cardiaque et ainsi de retenir leur souffle pendant 40 minutes. S'ils regardaient des séries à couper le souffle, ils ne respireraient donc qu'une seule fois par épisode. Si tu regardes de vieilles photos, tu verras que les gens ne souriaient pas autant autrefois qu'ils le font aujourd'hui. Tout d'abord parce que les photographes préféraient les visages sérieux. Alors, au lieu de dire « Ouistiti », les gens disaient quelque chose comme « prune » et leurs lèvres restaient serrées. D'autres mots marchaient tout aussi bien. La Terre n'est pas la seule planète à posséder de l'eau. Les scientifiques de la NASA sont convaincus qu'une des lunes de Jupiter, Europe, possède un océan constitué de 2 fois plus d'eau que ceux de notre planète. Mais il est caché sous une épaisse couche de glace. Et d'ailleurs, même Mars posséderait de l'eau liquide. Les cigales sont parmi les plus gros insectes volants de la planète. La plupart des espèces ne sont pas très impressionnantes, ne mesurant qu'entre 2 et 5 cm de long. C'est déjà pas mal. Mais la plus grande, connue sous le nom de cigale Megapomponia imperatoria, mesure environ 7 cm de long. Et ses ailes ont une envergure impressionnante de 20 cm. Une très grosse bestiole donc. Toutes les chèvres ne broutent pas paisiblement l'herbe des prés. Certaines préfèrent grimper aux arbres pour se nourrir. Par exemple, les chèvres marocaines sont des animaux au comportement unique. Le truc, c'est qu'elles sont bien plus attirées par les fruits de l'arganier que par l'herbe ordinaire. C'est tout à fait compréhensible. Ces fruits ont vraiment l'air délicieux.
Ces chèvres sont plutôt agiles. Elles grimpent donc facilement dans les arbres pour aller cueillir leurs juteuses friandises. Et elles n'ont besoin de l'aide de personne pour le faire. Il existe une créature qui, en principe, est capable de vivre éternellement. Il s'agit d'une espèce de méduse connue sous le nom de Turritopsis c'est trop difficile. On l'appelle aussi, et plus simplement, la méduse immortelle. Ces animaux ont la capacité de rajeunir. En gros, dès que quelque chose ne va pas, ces méduses retournent au stade de polype et recommencent tout. Maintenant, nous allons tester tes connaissances. Y a-t-il plus d'arbres sur Terre ou d'étoiles dans la Voie lactée? Si ta réponse est étoile, désolé, mais tu te trompes. Selon les estimations des scientifiques, il y a environ 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie et environ 3000 milliards d'arbres sur Terre. Impressionnant. Pluton n'a toujours pas fait une révolution complète autour du Soleil depuis qu'on l'a découverte. Et maintenant, dis-toi qu'on connaît cette planète naine depuis 1930. Il faut environ 248 ans à Pluton pour faire un tour complet de notre étoile commune. Au fait, c'est Mercure la plus rapide. Il ne faut qu'environ 88 jours à cette planète pour faire le tour du Soleil. Quoi qu'il en soit, Pluton achèvera sa première révolution depuis sa découverte en l'an 2178. Quel suspense! Un autre fait amusant sur les planètes. La planète naine Oméa a une forme très particulière. Elle ressemble à une pomme de terre. Elle fait à peu près la même taille que Pluton et possède des anneaux semblables à ceux de Saturne. Si tu veux la trouver un jour, elle est située quelque part au-delà de l'orbite de Neptune. Les nachos n'ont pas été inventés il y a si longtemps que ça au Mexique. Ça fait moins de 100 ans qu'on en mange. Ignacio Anaya, surnommé Nacho, aurait créé ce mets dans les années 1940. Il y a une belle histoire derrière la création des nachos. Une cliente régulière, qui avait très faim ce jour-là, a demandé à Ignacio de lui apporter, à elle et à ses 3 amis, quelque chose d'un peu différent. Voyant à quel point ces dames étaient affamées, il a décidé de leur préparer quelque chose rapidement. Et il a dû improviser et utiliser les ingrédients qu'il avait sous la main. Il a donc mis des tortillas, râpé une grande quantité de fromage dessus et a fait chauffer le tout. Afin de rendre le plat plus savoureux, il a ajouté quelques piments jalapeno. Mami Finan, la cliente en question, lui a demandé quel était le nom de ce plat inconnu. Ignacio a réfléchi 2 minutes avant de répondre « la spécialité de Nacho ». Les oranges ne sont pas toujours oranges. Quand on les cultive dans les régions subtropicales, où il ne fait pas suffisamment froid, la chlorophylle ne se décompose pas et la peau du fruit reste donc jaune ou verdâtre. Ces oranges sont généralement traitées avec du gaz éthylène afin de leur redonner leur couleur habituelle. Voilà qui orange tout. Bon, je vais maintenant te proposer une petite devinette. Quel est le point commun entre le beurre de cacahuète et une bague de fiançailles? Les diamants, bien sûr. Des scientifiques ont appris à transformer du beurre de cacahuète en diamant. Ils ont extrait l'oxygène du CO2. Ils ont récupéré le carbone et l'ont soumis à une pression intense. À la fin, ils ont obtenu des diamants. Voilà, tu sais tout. Le poisson globe, qu'on appelle également poisson ballon, est célèbre pour 2 choses. Son incroyable maladresse et sa capacité à se transformer en une espèce de ballon. En se gonflant, ces poissons peuvent survivre dans la nature. Dans cet état, ils sont immangeables. En fait, ils ne sont pas vraiment comestibles même lorsqu'ils sont dégonflés. Leur poison est plus de 1000 fois plus toxique que le cyanure. Ne compte pas sur des antidotes, il n'en existe pas. Peut-être en trouvons-nous un jour. Il n'y a pas que les humains qui peuvent devenir chevaliers. Les manchots le peuvent aussi. Il y en a même un qui vit à Édimbourg, et il a été fait chevalier en 2008. Voici Niels Olaf III. La mascotte est le colonel en chef de la garde royale norvégienne. Tu choses du combien? Je parie que tes pieds sont plus petits que ceux de la Statue de la Liberté. Aucune statue n'a vraiment besoin de chaussures, mais si celle-ci voulait s'acheter de nouvelles baskets, il lui faudrait trouver du 879. Ce n'est pas surprenant, elle mesure quand même 46 mètres. Ce sont nos muscles qui nous donnent la chair de poule. On appelle ces petits muscles les arrecteurs du poil. Et ils se trouvent à la base de chaque follicule pileux. Chaque fois qu'il fait froid, ils se contractent, ce qui fait que nos poils se dressent, créant par la suite cette chair de poule bien connue des frileux. Tu penses peut-être ne pas être très sportif, mais si tu as déjà repassé tes vêtements dans un endroit et une position peu confortable, tu l'es sans le savoir, en quelque sorte. Le repassage extrême est un sport dans lequel les gens emmènent des planches à repasser dans les endroits les plus inattendus. Des forêts par exemple, sur des canoës ou dans les montagnes, pour y repasser leurs vêtements. Certains le font même au sommet de grandes statues de bronze ou sous l'eau. Et oui, il y a même des championnats officiels. Ces gens n'ont-ils donc jamais entendu parler des tissus infroissables ?
Les battles de rap ne sont pas aussi récentes qu'on le croit généralement. Dans le Moyen-Âge tardif, il existait des joutes verbales, et ça ressemblait beaucoup à ces batailles célèbres dans le monde du hip-hop. Elles étaient très populaires au XVe et XVIe siècle. Deux adversaires devaient se moquer l'un de l'autre en improvisant leurs répliques. Selon certains cartographes de la langue, nous posséderions des zones différentes pour des goûts différents. Mais c'est faux. Certaines de nos papilles gustatives sont plus sensibles à certains goûts qu'à d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'une zone particulière soit plus sensible au goût sucré qu'une autre. Par exemple, d'après les dernières études, toutes les zones de la langue possèdent des papilles sensibles à tous les goûts. Les caméléons ne changent pas de couleur pour pouvoir s'adapter à leur environnement. Ce serait probablement très fatigant. En réalité, ce sont leur humeur, la température ou l'intensité de la lumière qui influencent ce phénomène. Lorsque les caméléons se détendent et étirent leurs cellules, les cristaux à l'intérieur de celles-ci sont affectés par la lumière. Ces reptiles utilisent ces cristaux pour communiquer entre eux, donc, par exemple, les teintes plus sombres montrent qu'ils ne sont pas de très bonne humeur. Ils sont même plutôt grognons. Méfie-toi du caméléon grincheux. Les dindes peuvent rougir, tout comme les gens. Ça marche de la même façon. Elles rougissent quand elles sont en colère, excitées ou quand elles se sentent mal. La peau de leur cou et de leur tête devient toute rouge. Les opossums ne dorment pas vraiment en se suspendant par la queue. C'est courant dans les dessins animés et sur certaines photos, mais ce n'est pas une réalité. Leurs queues sont très fortes, ce qui permet à ces animaux de s'accrocher aux branches et d'y rester suspendus, mais seulement pendant de courtes périodes. Et les adultes sont trop lourds pour rester dans cette position pendant très longtemps. Ce ne serait donc pas très reposant pour eux s'ils tentaient de dormir comme ça. Se suspendre par la queue toute la nuit est même le summum de l'impossible, l'impossible pour ainsi dire. De nombreux aéroports ont des moquettes dans leur zone d'embarquement. Ce petit élément de confort s'accompagne généralement de quelques autres. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Tout cela coûte plus cher aux aéroports et les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols durs. Mais elles créent une sensation agréable pour les passagers qui attendent leur vol, ce qui les rend plus détendus. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un geste de bonne volonté de la part des aéroports. Selon des recherches comportementales, les passagers apaisés sont 7 à 10% plus susceptibles de faire du shopping et d'acheter réellement quelque chose dans la zone duty-free. Donc en investissant dans le confort des passagers, les aéroports augmentent en fait leurs revenus. Si tu as toujours voulu savoir ce qu'il advient de ton bagage lorsque tu es à bord de l'avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport ne le sait pas une fois qu'il a quitté son territoire et qu'il ne s'en soucie probablement pas. Désolé de te le dire. Les scanners lisent le code barre et trient les bagages automatiquement en fonction de leur destination. Les 3 principales tâches des bagagistes de l'aéroport sont de déplacer les sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement, de les déplacer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance et de les déplacer de l'avion à la zone de récupération des bagages. Et c'est tout. Donc si tes bagages ne se déplacent pas assez vite, ils peuvent être en retard pour ton vol de correspondance. Ou à l'inverse, ton bagage peut arriver à ta destination avant toi parce que tu es bloqué au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies d'enlever une ancienne étiquette indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes, où sont confectionnés les plateaux repas destinés aux passagers. Ces cuisines préparent généralement des aliments pour différentes compagnies aériennes en même temps. Et comme cette nourriture d'avion si savoureuse doit être cuisinée environ 6 à 10 heures à l'avance, les cuisines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le menu de ton vol est élaboré jusqu'à 1 an à l'avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et fait augmenter les dépenses. D'ailleurs, fait intéressant, une compagnie aérienne a réussi à économiser 40 000 $ après avoir retiré une seule olive de chaque salade qu'elle servait sur ses vols. Le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de se frotter les mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale. Cela peut sembler bizarre, mais c'est totalement inoffensif. Il s'agit simplement d'un contrôle de routine effectué par une machine appelée atomiseur. Avant que leur journée de travail ne commence, les employés mettent des échantillons de produits chimiques dangereux dans la machine. La machine mémorise ces odeurs et au cas où les mains d'une personne exhalent ces produits chimiques, elle alerte le personnel de l'aéroport.
Tu as certainement déjà vécu ce qui suit. Tu arrives au contrôle de sécurité et soudain, il s'avère que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Mais ne t'inquiète pas, tous les objets saisis lors de l'inspection avant le vol peuvent être conservés à l'aéroport jusqu'à 3 mois. En plus de cela, tu as la possibilité de te les faire envoyer par courrier à n'importe quelle adresse. Les objets saisis par la sécurité et qui n'ont pas été réclamés peuvent aussi être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. Si tu as une longue escale entre 2 vols, aller à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vend un accès 24 heures sur 24 au salon VIP. Dans la plupart des cas, tu peux y trouver des collations et des boissons gratuites et utiliser des cabines de douche et des salles de repos gratuites à un prix très abordable. Dans les aéroports à plusieurs terminaux, recherche les passages souterrains reliant les terminaux que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Par exemple, à l'aéroport de Francfort en Allemagne, il y a un tunnel piétonnier entre le terminal 1 et le terminal 2 qui est surtout utilisé par les employés car les passagers ne sont tout simplement pas au courant de son existence. Il existe un terme pour les 60 minutes qui suivent la fin de l'enregistrement, l'heure d'or. C'est le moment où statistiquement, les passagers dépensent le plus d'argent dans les magasins et les zones hors taxes de l'aéroport. Et le fait de placer les sièges les plus confortables de ces zones juste en face des magasins est une autre astuce pour t'attirer à faire du shopping. Admettons-le, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine peut être tentant et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Si ton vol est surbooké et que tu ne peux pas prendre l'avion à l'heure prévue, ne te précipite pas pour accepter le premier bon qu'on te propose en guise de compensation. Normalement, les compagnies aériennes font monter les enchères jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de volontaires qui renoncent à leur place. Et si elles ne le font pas et que tu as été refusé involontairement, tu peux insister pour obtenir un remboursement en espèces à la place. En fonction du prix de ton billet et de l'heure de ton retard, tu pourrais avoir droit à un montant allant jusqu'à 1 300 €. La plupart des aéroports engagent des experts appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce qu'on appelle la spot ou technique d'inspection des passagers. Par observation, ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété comme les personnes qui se mordent les lèvres, se démangent ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne se comporte de manière étrange, il peut l'inviter à une inspection plus poussée durant laquelle il va l'interroger pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent à la fois dans les halls principaux et au contrôle des passeports. La question typique qu'ils posent est: quel est le but de votre visite? Il vérifie ensuite la réaction de la personne à cette question. Peu importe à quel point un passager est réservé, s'il a quelque chose à cacher, les agents le découvriront grâce aux plus petits indices dans son attitude. Avant même que tes bagages ne montent dans l'avion, ils passent par 5 niveaux de sécurité. Et l'un d'entre eux, en plus de scanner le contenu, comprend un contrôle par un chien capable de renifler des produits chimiques dangereux. C'est bien connu, le nez d'un chien est bien plus puissant que celui de n'importe quel humain. En fait, les chiens distinguent les odeurs de 10 000 à 100 000 fois mieux que les gens. Pas étonnant que les aéroports profitent de ce super sens pour la sécurité et utilisent régulièrement ces chiens renifleurs pour détecter des substances suspectes. En plus, tu ne pourras même pas distinguer un chien de détection d'un chien normal. Contrairement aux chiens policiers, ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas dressés pour effrayer ou intimider les gens. Les races de renifleurs les plus populaires sont les Golden Retriever, les Labradors et les Braques allemands. Charger ton téléphone à un endroit spécialement désigné peut sembler pratique, mais ce n'est pas forcément sans danger. Si la station de recharge ne te permet de brancher que ton cordon en USB, tu risques d'avoir un logiciel malveillant installé sur ton téléphone sans que tu t'en aperçoives. La seule façon sûre de charger ton téléphone ou ta tablette est de trouver une prise électrique murale et de l'utiliser avec ton propre chargeur. Il en va de même pour le Wi-Fi gratuit des aéroports. En dehors du fait que les aéroports te demandent le plus souvent de t'authentifier, quelqu'un peut facilement accéder à tes données lorsque tu utilises un hotspot Wi-Fi non protégé. Il est plus sûr d'utiliser tes données mobiles. Mais si tu dois absolument utiliser le Wi-Fi de l'aéroport, efface ou crypte toutes tes informations importantes sur ton appareil. Il peut être exaspérant de devoir sortir ton ordinateur portable de ta valise à chaque fois au contrôle de sécurité. Mais le personnel de l'aéroport a besoin de bien voir ton appareil pour s'assurer que rien n'est caché à l'intérieur. Sur l'écran d'un scanner à rayon X,
Un ordinateur portable ressemble à un objet semi-transparent avec un disque dur, un lecteur de CD et autres composants clairement visibles. Mais les agents de sécurité ne peuvent pas voir ce qui se trouve derrière certaines de ces pièces. Par exemple, une batterie dense est plutôt volumineuse. Les gens ont tendance à choisir la file de sécurité la plus proche d'eux. Si cette file s'avère être bondée, regarde simplement autour de toi après le contrôle des pièces d'identité et des billets. Tu verras peut-être un autre point de contrôle avec beaucoup moins de monde. Certains points de contrôle de l'aéroport sont situés aux confins du terminal et les passagers ne les remarquent pas. Faire une demande de pré-contrôle de sécurité peut être un grand gain de temps pour voyager à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Être membre de ce programme présente de grands avantages. Tout d'abord, le passage de la sécurité et du contrôle des passeports est plus rapide. Si tu as opté pour le pré-contrôle, tu n'auras pas à enlever tes chaussures, à retirer ta ceinture ou à placer des objets comme les liquides et ton ordinateur portable dans des bacs spéciaux. Si tu ne prends pas l'avion depuis ou vers les États-Unis, tu peux chercher des services similaires disponibles dans ton pays. Si tu voyages en classe économique, mais que tu n'aimes pas ça, d'ailleurs qui aime ça, enregistre-toi en ligne et vérifie les options de siège environ 4 jours avant ton vol. C'est à peu près à ce moment-là que les compagnies aériennes commencent à surclasser les sièges et tu pourrais obtenir un surclassement en classe d'affaires pour une somme modique ou parfois même gratuitement. Tu peux aussi demander un surclassement lorsque tu es déjà à l'aéroport. La plupart des gens oublient cette possibilité ou s'en moquent tout simplement. Alors, tente ta chance. Il y a des choses au sujet de ton corps dont tu penses être absolument certain, n'est-ce pas? Peux-tu deviner ce qui est un mythe ou une réalité? 1 point pour chaque bonne réponse. Fais-moi part de ton score dans les commentaires. Les œufs bruns sont plus nutritifs que les œufs blancs. Mythe ou réalité? Mythe. Il n'existe aucune différence qui affirme que les œufs bruns soient plus sains que les œufs blancs. La seule différence est la couleur de la coquille de l'œuf. Celle-ci n'a aucune incidence sur sa nutrition ou sa qualité. Cela dépend du type de poule. Les poules dont le lobe de l'oreille est blanc ont tendance à avoir des œufs blancs. As-tu déjà entendu dire qu'une grande partie de la poussière de ta maison est en fait de la peau morte? Pas terrible, je sais. Penses-tu que c'est un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Tu ne balayes pas seulement des pellicules de peau sur le sol. Il existe de nombreux autres composants qui font la poussière de ta maison. Les fibres, les cheveux, les matériaux de construction, les moisissures, le pollen, les morceaux d'insectes et les cendres en font partie, selon une étude conduite sur des maisons canadiennes. Cela est logique, car une maison située près d'une autoroute très fréquentée ou dans une zone de rénovation est plus poussiéreuse qu'une maison située au milieu d'une forêt. La peau est notre plus grand organe. Est-ce un fait ou un mythe? C'est une réalité. On pourrait croire un instant que l'intestin est assez gros quand on le déplie. Mais non. C'est la peau qui gagne le concours. Un adulte porte environ 3,5 kg, soit 2 mètres carrés de peau. On ne peut pas s'imaginer sans peau. Elle n'est pas seulement là pour recouvrir notre corps, elle joue également un rôle essentiel dans notre protection. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. Mythe ou réalité? Réalité. Peut-être que tu connaissais déjà la réponse, mais tu as quand même essayé après avoir lu ceci. Alors constate-le donc par toi-même. Dans ta gorge, il y a 2 passages importants pour ta survie. Je te mets de côté les noms médicaux sophistiqués et je les appellerai voies respiratoires et tubes alimentaires. Ils empêchent la respiration et la déglutition simultanée. Sinon, la nourriture pénétrerait dans les voies respiratoires et provoquerait de graves complications. Cela ne se passe pas toujours comme prévu. C'est pourquoi parfois on finit par tousser et empêcher le morceau de nourriture d'atteindre nos poumons. En plus de posséder des empreintes digitales uniques, les humains ont également des empreintes de langue uniques. Est-ce un mythe ou une réalité? Réalité. La langue humaine est assez incroyable au niveau de toutes les caractéristiques qui nous permettent de goûter les aliments. Elle est également unique par sa texture. Les gens utilisent des systèmes biométriques comme les empreintes digitales, les scans vocaux et les scans de l'iris pour s'authentifier. Ils jouent un rôle important dans les phases d'identification et de vérification. L'empreinte de la langue est tout aussi unique. Il est donc très difficile de la copier. Elle pourrait également être utilisée comme un outil pour les systèmes biométriques. Et si les gens commençaient à utiliser ce système dans leur vie quotidienne pour des raisons de sécurité, imagine que tu puisses verrouiller un coffre-fort ou ton téléphone avec l'empreinte de ta langue. Un adulte passe 3 heures par semaine au cabinet. Penses-tu que c'est une réalité ou un mythe? C'est une réalité. Un sondage réalisé par des scientifiques révèle qu'un adulte moyen passe 3 heures et 9 minutes sur le trône chaque semaine. C'est plus que le temps passé à faire de l'exercice. Prends ton temps, pas besoin de se précipiter. Tu avales 8 araignées par an pendant ton sommeil. Mythe ou réalité? N'y crois pas une seconde. Heureusement pour nous, et pour les araignées bien sûr, ce n'est pas vrai.
N'aie donc crainte et passe une bonne nuit de sommeil. La plupart des araignées ne s'approchent pas volontairement des humains. De plus, les vibrations qui proviennent d'une personne endormie peuvent être étranges pour elle. Ou peut-être que l'araignée est simplement accoutumée à ton voisinage. Elle pense que vous êtes simplement des locataires qui partagez une chambre. Tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles, j'appelle ça un mythe. Ton fémur peut résister à des milliers de kilos de pression. Penses-tu que c'est un mythe ou une réalité? Oui, c'est une réalité. Le fémur est situé sur la partie supérieure de la jambe. Les experts affirment que cet os est difficile à briser. C'est l'un des deux os les plus solides de notre anatomie. Le premier est l'os temporal du crâne. Des fois que tu te poses la question. Quoi qu'il en soit, un os solide peut supporter 30 fois plus que le poids de ton corps. C'est peut-être parce que le fémur est l'os le plus long et le plus grand du corps humain. Penses-tu que le fait de se raser les poils les fait repousser plus épais? Mythe ou réalité? Regarde comment je démolis ce mythe. Les experts affirment que le rasage n'affecte pas l'épaisseur du poil. La tête du poil n'a pas été enlevée, donc la racine est toujours là. Tu rases uniquement la partie supérieure. Après un rasage, le poil pousse de manière obtuse, car il vient d'être coupé. C'est pourquoi tu peux avoir l'impression qu'il devient plus épais. On peut manger sans danger des aliments qui sont restés sur le sol pendant 5 secondes ou moins. Est-ce une réalité ou un mythe? Désolé de contrecarrer cette excuse ultime qui justifiait de manger tout ce qui avait pu tomber par terre, il n'y a pas de règle de 5 secondes. Les chercheurs ont découvert qu'une quantité substantielle de bactéries se transfère à la nourriture dans les 5 secondes. L'humidité des aliments a une incidence directe sur la contamination. Imagine que tu laisses tomber une tranche de pastèque et des chips par terre. Je ne sais pas pourquoi tu mangerais les deux ensemble, ni comment tu finirais par les faire tomber tous les deux, mais continuons quand même avec cet exemple. La pastèque sera plus contaminée que les chips. Parce que la pastèque contient plus d'humidité, la surface de celle-ci est plus vulnérable au transfert des bactéries. Les blonds et les roux pourraient bientôt disparaître. Mythe ou réalité? Facile, non? C'est un mythe. Les cheveux roux ou blonds sont liés à des gènes récessifs. Ils peuvent être transmis d'une génération à l'autre sans changer la couleur de cheveux du porteur. Si les deux parents possèdent les bons gènes récessifs, il y a de fortes chances que la génération suivante ait des cheveux blonds ou roux. Ces gènes sont rares, mais les populations continuent de les porter de sorte qu'ils ne se perdent pas pour toujours. Pour que cela se produise, il faudrait que toutes les personnes de la planète qui portent ce gène disparaissent littéralement. Les chances sont donc relativement faibles. Boire du café te déshydrate. Est-ce un fait ou un mythe? Mythe. Tu peux apprécier ton café du matin. D'accord, il se peut que tu ailles plus souvent aux toilettes après avoir bu du café. Mais cela ne signifie pas que tu perdes davantage d'eau. De nombreuses études ont été réalisées sur les effets de la caféine. Certaines de ces études ont révélé que le fait de boire une quantité raisonnable de café par jour n'augmentait pas le risque de déshydratation. Manger du yaourt facilite la digestion. Penses-tu que c'est une réalité ou un autre mythe? C'est une réalité, mais avec le bon choix de yaourt. Le yaourt est un aliment qui contient des probiotiques. Ce sont les bonnes bactéries qui font que tout se passe bien dans ton intestin. Manger du yaourt seul peut ne pas être suffisant pour avoir un système digestif sain. Il soutient le système digestif de façon efficace. Cependant, n'oublie pas que tous les yaourts ne sont pas pareils. Certains contiennent du sucre ou des garnitures comme des bonbons ou des biscuits. Privilégie les yaourts classiques. Tes cheveux pousseront plus vite si tu les fais couper plus souvent. Réalité ou mythe? On a toujours dit de ne pas trop pleurer sur les cheveux que nous perdions, car ils repoussaient plus vite. Malheureusement, le taux de croissance des cheveux ne dépend pas de la fréquence de la coupe de cheveux. Le taux moyen de croissance des cheveux est de 0,3 mm par jour environ. De plus, de nombreux facteurs l'affectent, l'âge, les hormones et même la période de l'année. Voilà une nouvelle qui pourrait bien inciter certaines personnes à reporter leur prochain rendez-vous chez le coiffeur. Certains requins ont la capacité étrange de cracher leur estomac puis de le remettre en place. Ce serait bien pratique. La plupart des requins mangent d'énormes quantités de nourriture. Mais le problème est qu'ils ne peuvent pas digérer tout ce qu'ils ont englouti. Ils ont besoin d'un moyen de se débarrasser de résidus comme les carapaces et les becs de tortues de mer, les plumes et les os d'oiseaux, les pinces de homard et autres. Alors ces créatures étonnantes vomissent volontairement leur estomac entier avec tout son contenu. Une fois qu'ils ont terminé, ils réintroduisent leur principal organe digestif dans leur corps. Et l'ensemble du processus ne prend généralement pas plus d'une seconde. Certaines espèces de requins, comme les grands blancs ou les makos, ont un système spécial pour réchauffer leurs yeux et leur cerveau grâce à leur rétine.
Cela les aide non seulement à mieux détecter les mouvements, mais aussi à améliorer la résolution de leur vision. Quant à ce qui caractérise le requin mako, c'est que cette espèce se déplace souvent verticalement à travers différentes températures. Contrairement à la plupart des gens qui n'ont qu'une seule mâchoire mobile, les requins peuvent bouger librement leur mâchoire inférieure et supérieure. Cela leur permet d'avoir une meilleure prise sur leur repas et de le mâcher plus rapidement et plus complètement. Voilà qui est rassurant. Les requins donnent naissance à un grand nombre de petits à la fois. Cela dépend de l'espèce, bien sûr. Mais le requin bleu, par exemple, est célèbre pour mettre au monde plus de 130 petits à la fois. Les grands requins blancs ont une morsure plus puissante que la plupart des félins de la jungle et de la savane. Un prédateur aquatique de 6 mètres de long peut produire une force de plus de 276 kg par centimètre carré, soit une morsure 4 fois plus puissante que celle d'un lion ou d'un tigre. Les humains, avec leur misérable morsure de 10 à 14 kg par centimètre carré, ne sont pas du tout dans la course. Les requins houles se défendent en avalant d'énormes quantités d'eau. Le corps du requin devient alors 2 fois plus grand que sa taille normale. Et cela fait fuir les prédateurs potentiels. Les requins peuvent faire pousser plus de 50 000 dents au cours de leur vie. Mais toutes leurs dents ne sont pas les mêmes. Les plus fortes et les plus massives sont à l'avant. Et celles plus proches de l'arrière sont plus petites et moins puissantes. Mais si les dents de devant sont endommagées, ces dents plus faibles peuvent les remplacer. Cela est possible parce que les dents des requins ne sont pas aussi profondément enracinées que celles des humains et elles peuvent bouger. La peau des requins a le même toucher que du papier de verre. Elle est faite de petites écailles ressemblant à des dents qui pointent vers la queue de l'animal. Cela permet de réduire la friction qui se produit lorsque les requins se déplacent dans l'eau. Les requins-baleines ont une peau extrêmement épaisse. À certains endroits de leur corps, elle peut atteindre 15 cm d'épaisseur. C'est l'une des peaux les plus résistantes du monde animal. Les scientifiques doivent faire beaucoup d'efforts s'ils veulent prélever un échantillon de sang de cette créature. Les requins ont un incroyable sens de l'odorat, mais en plus de cela, ils utilisent un autre sens pour détecter les autres animaux. Ils ont des pores spéciaux autour de leur tête, près des narines et sous le museau. Ce sont des organes particuliers, un peu comme une seconde vue. Chaque créature génère un minuscule champ électrique. Grâce à ces espèces de pores, les requins peuvent détecter ces champs électriques et savoir où se trouvent les autres animaux. Les requins ont des oreilles incroyablement fines. Ils peuvent entendre leur repas potentiel à 900 mètres de distance. Ils peuvent aussi capter des sons à basse fréquence, comme ceux produits par la contraction des tissus musculaires d'un poisson. Les requins existent depuis plus de 400 millions d'années. Cela signifie qu'ils ont vécu 4 extinctions massives sur 5. Cela les rend bien plus vieux que le mont Everest, les humains, les dinosaures et même les arbres. Ces créatures remontent à l'époque où les récifs coralliens commençaient tout juste à se former. Certaines espèces de requins peuvent sauter hors de l'eau, comme le grand requin blanc ou le requin pèlerin. Ils sont connus pour pouvoir bondir à plus de 2,50 m dans les airs. Grâce à cette manœuvre, ils peuvent attraper des animaux tels que des phoques ou des oiseaux de mer. Mais à moins que tu ne sois en Afrique du Sud, il est peu probable que tu vois un requin sauter hors de l'eau. Le squelette des requins est composé de muscles et de cartilages qui sont plus légers et 2 fois moins denses que les os. Cela rend les requins plus flexibles et leur permet de faire des virages serrés lorsqu'ils poursuivent d'autres animaux. Ce n'est pas pour rien que les requins marteaux ont une tête si bizarrement formée. Grâce à elle, ces créatures ont une incroyable vision à 360 degrés. Leurs yeux sont légèrement inclinés vers l'avant, ce qui leur permet d'avoir un champ de vision qui se chevauche. Les terrifiantes mâchoires du requin gobelin sont attachées à des ligaments élastiques. Elles peuvent se déplier à partir du museau de l'animal jusqu'à 8 cm. Cela permet à l'animal de catapulter sa bouche en avant pour attraper d'autres créatures marines. Les requins ne dorment pas comme toi. Certaines espèces ne doivent jamais s'arrêter de nager. Sinon, l'eau cessera de couler dans leurs branchies et ils ne pourront plus respirer. D'autres se reposent, mais n'entrent pas dans un état d'inconscience. Ils entrent simplement dans des périodes de repos spéciales. Ces créatures n'ont pas de paupières, c'est pourquoi leurs yeux restent toujours ouverts et leurs pupilles surveillent leur environnement. Elles gardent aussi leur bouche ouverte pour que l'eau puisse passer dans leurs branchies. Les requins peuvent parcourir des distances remarquablement longues sans avoir besoin de repos. Tout cela grâce à leurs habitudes de sommeil bizarres. Par exemple, les grands blancs peuvent nager sur des distances de plus de 3200 km sans s'arrêter pour manger ou se reposer. Comment se fait-il que ces créatures ne meurent pas de faim? Elles puisent dans la graisse stockée dans leur foie. À propos, cet organe peut représenter jusqu'à 1/3 du poids corporel de l'animal. Contrairement à la croyance populaire, les requins ne nagent pas en marche arrière et ne peuvent pas aller à reculons.
Leur queue les propulse vers l'avant et leur nageoire pectorale les aide à garder leur équilibre et à tourner. Cela signifie que ces animaux ne peuvent se déplacer que vers l'avant. Les requins n'ont pas de cordes vocales, ils ne peuvent pas produire de son pour communiquer entre eux ou exprimer leurs émotions. C'est pourquoi ils doivent utiliser des mouvements corporels, comme tordre leur corps ou se retourner. Les requins vivent dans tous les océans du monde, mais plusieurs espèces peuplent aussi des rivières et des lacs d'eau douce. Par exemple, des requins taureaux ont été trouvés dans des rivières tropicales. Ils sont aussi connus pour être capables de nager entre l'eau douce et l'eau salée. Le plus petit requin qui existe est le requin lanterne nain. Cette créature unique ne dépasse pas les 20 cm de long. Mais elle compense sa taille minuscule de bien d'autres façons. Par exemple, certains de ses organes émettent de la lumière. Et comme la créature vit dans les eaux peu profondes, cela l'aide à se camoufler dans les rayons du soleil. Les requins bleus mangent beaucoup, souvent plus que ce dont ils ont besoin. Une partie de cette nourriture peut rester non digérée pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire pour leur apporter de l'énergie. Les requins ont quelque chose qui ressemble à une langue, mais cet organe s'appelle le basies hial. C'est la partie avant du cartilage qui va de la poitrine du requin à sa bouche. Il ne bouge pas et est à peu près inutile. Cette soi-disant langue ne participe pas au processus d'alimentation. Elle n'est pas recouverte de papilles gustatives. Sa seule véritable utilité pourrait être qu'elle soutient certains des os qui relient les branchies du requin. Il existe des centaines d'espèces de requins dans le monde, environ 500. Certaines d'entre elles sont plutôt bizarres. Il suffit de regarder le requin gobelin, le requin pèlerin ou le scalet féroce. Tous ces requins varient en taille, de quelques centimètres à des dizaines de mètres de long. Ils vivent aussi dans des environnements très différents. Les requins tigres mangent tout ce qui leur tombe sous la mâchoire. Parmi les choses les plus étranges qu'ils ont mangées, on a trouvé des caméscopes, des sacs de billets, des plaques d'immatriculation de presque tous les États américains, des laisses de chiens et bien d'autres choses encore. Chaque requin-baleine a un motif unique sur sa peau. Ces taches et rayures peuvent être utilisées pour identifier chaque spécimen, tout comme les empreintes digitales sont utilisées pour identifier les personnes. Le requin griset peut plonger à une profondeur équivalente à 5 Empire State Building. Lorsqu'ils naissent ou éclosent, les bébés requins sont déjà entièrement nourris. Et s'ils choisissent de nager loin de leur maman, ils n'ont pas besoin de chercher de la nourriture pendant au moins plusieurs semaines. La bromélaïne est une puissante enzyme digérant les protéines et destinée à décomposer les cellules protéiques. Elle est principalement concentrée dans le cœur de l'ananas ou autour de celui-ci. Ce produit est même utilisé comme attendrisseur à viande de nos jours. Mais une fois que tu as avalé cette bouchée d'ananas, l'acide de ton estomac va rapidement décomposer la bromélaïne. Si la sensation de brûlure est trop intense pour toi, il y a un moyen de s'en débarrasser. La cuisson modifie les enzymes de tous les aliments. En passant ton ananas sur le grill, tu éviteras qu'il ne te fasse du mal. Les tissus de notre bouche guérissent plus vite que n'importe quelle autre partie de notre corps, grâce à l'augmentation du flux sanguin vers notre visage également. Aussi, le lait d'âne permet de fabriquer le fromage le plus rare et le plus cher du monde. Pour créer le fromage poulet, les ânes doivent être traits à la main 3 fois par jour. Il faut plus de 22 litres de lait pour produire seulement 1 kg de fromage blanc friable et le demi-kilo coûte environ 600 $. Ce fromage est remarquablement riche en protéines, en calcium et en oméga 3 et constitue une excellente alternative pour les personnes intolérantes au lait de vache. Mais 600 $ le demi-kilo ? Le taux d'admission à Harvard est de 4,7% des candidats. Walmart est un peu plus difficile avec seulement 2,6%. Quand les choses sont brûlantes, elles bougent vite, alors qu'avec le froid, c'est le contraire qui arrive. Si des atomes cessent de vibrer, ils sont au zéro absolu. Un froid glacial de moins 273,15 degrés. Il est pourtant presque impossible d'atteindre cette température. Même l'espace n'est pas aussi froid. Il a une température moyenne de 2,7 Kelvin ou environ moins 270 degrés. Un groupe de flamants roses s'appelle une flamboyance, ou encore une colonie. Mais flamboyance correspond le mieux à ces oiseaux, hein ? J'aime le rose. En formant des volées géantes de milliers d'individus, ils volent vers les plans d'eau du monde entier. Ils doivent s'alimenter différemment selon les endroits et leur couleur change donc beaucoup selon ce qu'ils mangent. Algues, crevettes ou insectes. Les humains et les manchots empereurs sont les seuls animaux à sang chaud à rester en Antarctique pendant l'hiver. Nous pouvons cependant porter des manteaux. Les pingouins sont coincés dans des tenues de soirée. Les manchots empereurs se mettent en grands groupes. Afin de partager leur chaleur corporelle et de se protéger, ils forment un peloton qui bouge constamment.
Ainsi, n'importe lequel d'entre eux peut avoir son tour au milieu. Les nuages sont blancs parce qu'ils reflètent la lumière du soleil sur les gouttelettes d'eau. Lorsqu'elles sont fines, une grande partie de la lumière passe à travers, ce qui donne aux nuages une apparence blanche. Plus la quantité d'eau augmente, plus l'épaisseur augmente. Nous voyons cela comme du gris. Le cocotier de mer produit les graines les plus grosses et les plus lourdes du monde. Une seule graine peut mesurer 30 cm de long, 90 cm de large et peser plus de 20 kg. Les lapins sont peut-être trop mignons et câlins, mais à Brisbane, en Australie, il est illégal d'en avoir un comme animal de compagnie. Tu peux les garder uniquement à des fins autorisées, comme le divertissement public. Comme un magicien. La ligne de Kármán est le consensus international général définissant la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Elle se situe à 100 km au-dessus du niveau de la mer. Le cerveau humain est composé de 60% de graisse. Cela en fait l'organe le plus gras du corps humain. La matière grise représente environ 40% du poids du cerveau et contient 100 milliards de neurones qui transmettent des signaux. Plus loin, dans la forêt nationale de Fish Lake, en Utah, se trouve le Pando, une immense colonie clonale de peupliers faux-trembles. Plus de 47 000 arbres partagent le même système racinaire. Ils sont là depuis si longtemps qu'on estime qu'ils ont près d'1 million d'années. Une pizza margarita contient des tomates, de la mozzarella et du basilic pour représenter les couleurs du drapeau italien. Un fait délicieux. As-tu déjà éternué à cause d'un chat ? Les animaux domestiques peuvent aussi être allergiques aux humains à cause des cellules qui se détachent de notre peau et de nos cheveux, mais c'est rare. Cela peut aussi être dû aux odeurs dont nous nous couvrons tous les jours, comme les déodorants et les parfums. Le plus grand château de sable du monde, mesurant 17,65 mètres, a été créé en Allemagne le 5 juin 2019 par Sculptura Projects. Il a fallu 3 semaines et demie et une équipe de 20 personnes pour réaliser le château de sable à partir de 11 000 tonnes de sable et d'eau. Le plus grand animal terrestre indigène de l'Antarctique est un moucheron sans ailes appelé Belgica antarctica et il ne mesure qu'1,3 cm. Tous les autres animaux de l'Antarctique sont considérés comme des animaux marins. Les phoques et les pingouins passent la plupart de leur temps dans l'océan à la recherche de nourriture. L'Antarctique est aussi le seul endroit sur Terre où il n'y a pas de fourmis indigènes. Le général Sherman est le plus grand arbre du monde. Situé en Californie, le séquoia géant a plus de 2000 ans et est plus grand que la Statue de la Liberté. Il y a une ville appelée Boring, ennuyeux, dans l'Oregon, qui a des villes jumelles appelées Dule, fade, en Écosse, et Bland, insipide, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. La fourrure des ours polaires n'est pas du tout blanche, elle est transparente et creuse, et leur peau est noire. Son pelage se camoufle si bien qu'il peut parfois passer pour une congère ou une dune de neige dans les environnements arctiques. Une épaisse couche de graisse corporelle les garde au chaud lorsqu'ils nagent, et un manteau à double épaisseur les protège de l'air froid. On le dessine toujours de cette façon, mais notre soleil n'est ni jaune, ni orange, ni même rouge. C'est un mélange de toutes les couleurs. Si on pouvait le regarder, il paraîtrait blanc. Le noyau de notre soleil atteint une température estimée à 15 millions de degrés Celsius. Mais nous l'avons rendu plus chaud sur Terre. Des chercheurs du Sandia National Laboratories ont produit dans leur laboratoire une chaleur torride de 2 milliards de degrés Celsius avec du gaz surchauffé. En 1930, il y a eu un jour sans actualité. Le 18 avril, la station de radio BBC de Londres a annoncé qu'il n'y avait pas d'actualité à l'heure habituelle, 20h45. Pendant le reste du segment de 15 minutes, ils ont joué de la musique relaxante au piano. Je pense que nous devrions remettre ça à l'ordre du jour, tu ne trouves pas ? Les humains semblent être les seuls animaux qui prennent vraiment plaisir à manger de la nourriture épicée. Bien sûr, les piments eux-mêmes présentent des avantages, comme les antioxydants, l'accélération du métabolisme et la vitamine C. Mais nous pouvons obtenir tout cela d'autres légumes. Il ne semble pas y avoir de raison de s'infliger ces piments piquants. La majorité des bananes consommées dans le monde sont issues de l'hybride Cavendish. Elles n'ont pas de graines et ne peuvent se reproduire qu'avec l'aide des agriculteurs. Les agriculteurs enlèvent et transplantent une partie de la tige, contribuant ainsi à la survie de notre fruit jaune préféré. Ainsi, presque toutes ces bananes sont génétiquement identiques. L'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. C'est ce qu'on appelle l'effet Mpemba. Si tu mets un récipient ouvert contenant de l'eau chaude dans un congélateur, l'eau continuera à s'évaporer à cause de la vapeur. Moins d'eau signifie moins à congeler. Si tu manges suffisamment de carottes, ta peau pourrait devenir orange. Les carottes sont pleines de bêta-carotène, un pigment orange naturel. Une trop grande quantité de ce pigment peut modifier quelque peu ton apparence, surtout dans les zones du corps où la peau est plus épaisse, comme la paume des mains, la plante des pieds, les genoux et les coudes.
L'océan est bleu parce que l'eau absorbe la majorité des couleurs rouges du spectre lumineux. Il ne reste donc que toutes les nuances de bleu pour que nous puissions les voir. Pourtant, dans certaines conditions, il peut changer complètement de couleur. Il peut devenir vert, brun, rouge, rose et orange lorsque la lumière rebondit sur les particules présentes dans l'eau ou lors des levées et couchers de soleil. La majorité de l'océan est entièrement sombre. Presque aucune lumière ne peut pénétrer dans les profondeurs des océans. Si une invasion de zombies se produit un jour, pas de panique. Il y a un centre spécial aux États-Unis avec un vrai site web et des listes de contrôle des articles nécessaires, des blogs, un roman graphique pour te montrer à quel point c'est sérieux et même un poster pour montrer que tu es prêt. Et si le zombie se présente avec un ananas, alors tu auras de gros problèmes. Le plus grand désert du monde n'est pas le Sahara, il est couvert de neige. Le désert polaire antarctique couvre le continent de l'Antarctique et a une taille d'environ 14 millions de kilomètres carrés. C'est une demi-fois la taille des États-Unis. Un désert ne se mesure pas à la température ou au sable. Il est défini comme un endroit qui reçoit moins de 25 cm de pluie par an. Le cou d'une girafe mesure environ 1,80 m de long, alors que celui d'un humain ne mesure que 10 cm en moyenne. Mais nous avons une chose en commun, nous n'avons tous deux que 7 os dans le cou. La différence majeure est que leurs os mesurent environ 25 cm de long. En 2015, l'Université d'Australie méridionale a créé un vélo qui s'étirait sur plus de 150 mètres. Le vélo devait être plus large que la moyenne pour l'empêcher de basculer à cause de sa longueur. Mais un groupe de cyclistes courageux a réussi à faire rouler le vélo sur près de 100 mètres. Ce n'est pas une langue surdimensionnée qui sort de la coquille d'une palourde, c'est leurs pieds qu'ils utilisent pour se déplacer. Il est également assez fort, ce qui lui permet de s'enfoncer profondément dans le sable et la boue pour se protéger. Il y a un fruit en Amérique centrale et du Sud appelé sapote noire. Il a le goût et l'apparence d'un pudding au chocolat. Oh, goûtons ça! Le plus long match de cricket a duré 12 jours entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud en 1939. Il s'est terminé sans vainqueur car l'équipe anglaise devait prendre le bateau pour rentrer chez elle. La première bande-annonce dans une salle de cinéma a été diffusée en 1912, mais pour un spectacle de Broadway, pas pour un film. À l'origine, les bandes-annonces étaient diffusées après le film, mais elles ont ensuite été diffusées au début du film, car les spectateurs quittaient instantanément la salle une fois le film terminé. C'est fini. Au revoir. Non, vraiment, c'est fini. Ciao!